Soirée pour inaugurer la rentrée littéraire. On va parler de rentrée littéraire avec les éditions Alia qui ont évidemment une vision particulière de la rentrée littéraire puisque c'est à tout le moins un éditeur singulier, Alia. Donc en présence, Danielle Laurent, éditrice chez Alia, aux côtés de l'historique fondateur Gérard Bérébi, et Éric Chauvier qui fait paraître ces jours-ci les nouvelles métropoles, enfin, il y a quelques semaines, les nouvelles métropoles du désir, son 8e livre, si j'ai bien compté, chez Alia, depuis Anthropologie en 2006. Donc on va faire l'entretien en deux parties. Tout d'abord, questionner un petit peu Daniel sur Alia, sur les nouveautés Alia, puis peut-être les particularités de la maison. Ce catalogue si riche et si profus et singulier. Et puis en venir au livre d'Éric, et puis sans doute déjà le livre, si petit soit-il, offre assez de densité pour qu'on en parle un long moment, mais évidemment il est aussi en lien avec le reste du travail d'Éric au fil des années, qui, pour le dire très vite, est écrivain et anthropologue, et ça nourrit évidemment le cœur de ce que tu produis depuis le début. Mais donc Daniel, oui. Cher Daniel, bienvenue. Vous avez un catalogue entre les mains, on s'est dit qu'on ne ferait surtout pas le catalogue. Donc comment commencer peut-être un peu comme je l'évoquais, c'est-à-dire par presque provocation, vous demander, mais alors, les éditions Alia, et vous, votre rentrée littéraire, qu'y a-t-il au programme ? La rentrée stricte, on est une maison d'édition qui fait de la littérature, mais aussi beaucoup de sciences humaines. Donc en fait, notre rentrée, elle n'est pas que littéraire. Mais notre rentrée littéraire, elle a commencé du coup avec Éric Chauvier. Donc je ne m'étends pas dessus pour le moment, puisque on s'y étendra après. Mais du coup, c'est aussi que, comme le montre le format de l'ouvrage, on n'est pas non plus tout à fait comme dans les autres maisons d'édition où il y a des formats dans le sens de format de livre proprement dit. Donc on est un petit peu en dehors de la course au prix littéraire, parce que qui dit rentrée littéraire pour les éditeurs, c'est les prix, les différents prix qu'il y a dans une rentrée. Du coup, nous, on est une petite maison, on est indépendant, donc on prend souvent des chemins de traverse, et de toute façon, c'est ce qui nous intéresse du point de vue précisément littéraire. Donc, pour vous donner un autre exemple qu'Éric, on publie aussi un texte Harry Crews, donc Harry Crews qui est connu évidemment en tant qu'auteur de polar, mais qui a écrit des reportages en fait. Donc par exemple, voilà, on va publier des choses de nature un petit peu hybride. Du coup, c'est un reportage de quelqu'un qui est avant tout écrivain. Du coup, ça s'appelle Descente à Valdise. Du coup, c'est le magazine Playboy qui, en début des années 70, a demandé à Harry Crews, voulait un peu faire appel à des plumes pour écrire des reportages. Et du coup, ils ont fait appel à Harry Crews, qui était déjà connu en tant qu'écrivain. Et du coup, il était chargé, donc c'était vraiment une émission, il était chargé de faire oui, voilà. Il était chargé donc de faire un reportage sur la construction de l'oléoduc qui devait Trans-Alaska en fait. Donc en fait, évidemment, ça ne va pas être un reportage neutre. C'est un reportage où il dit je tout le temps et il raconte un petit peu ses déboires, et c'est très très réjouissant. Il rencontre la population. Donc en fait, on est entre le reportage et la fiction, mais c'est avant tout un texte éminemment littéraire pour autant en fait. Du coup voilà, nous on va essentiellement dans le domaine de la littérature publier des textes un peu hybrides, et surtout qui inventent quelque chose du point de vue de la forme. Qu'il y ait quelque chose qui est un apport formel et non quelque chose qui applique une recette en fait, comme on peut le voir ailleurs en fait. Donc, je ne sais pas si on peut s'attendre ou commencer.
Dans la rentrée, il y a celui-ci aussi, Oui, absolument. qui est intriguant dès son titre, de Lars Oui, Heier. alors, du Nu coup, dans qui a ton une bain, sorte face à l'abîme. d'anti-manifeste. En fait, Lars Heier est un auteur. En fait, il est spécialiste de Blanchot. Il est auteur de nouvelles également. Il est professeur à l'université. Et là, donc, c'est un texte qui nous a énormément plu parce que c'est un texte coup de poing, en fait, où il critique le monde, enfin, le statut d'écrivain, en fait, alors qu'il est lui-même. Et du coup, nous, il nous a intéressés dans sa virulence, en fait. C'est écrit avec une limpidité, une netteté. C'est très très incisif comme texte. Et à la fois, c'est pas, ce serait un texte anti-écrivain d'une certaine manière. Du coup, on aime bien être un peu, comment on dirait maintenant, borderline. du coup, être interroger toutes ces formes en fait qui sont convenues. Donc, raison pour laquelle on l'a publié. Et en même temps, c'est dans sa brièveté. Il donne aussi envie précisément d'écrire. C'est extrêmement paradoxal, mais c'est du coup ce type de texte qui interroge aussi la pratique même de l'écriture qui va particulièrement nous intéresser. Et par ailleurs, on fait aussi beaucoup on recherche des textes un peu oubliés, un peu méconnus. Donc il y a aussi Les imbéciles de Giovanni Papini, donc c'est une traduction. Du coup, Giovanni Papini faisait partie des futuristes. Du coup, c'est un texte très drôle sur le fait qu'on a besoin d'imbéciles. Donc c'est aussi une sorte de brûlot. De brûlot, on peut l'appeler. Donc en fait, voilà, globalement, on recherche des pépites, en fait. Et en le tendant, le Giovanni Papini, ce si joli petit livre, parce que vous jouez beaucoup sur les formats, c'est très variable, et vous n'hésitez pas à faire des tout petits livres et des tout petits formats. J'avais aussi sous les yeux le prix, et c'est un brûlot à 3,10 €. Et ça, c'est pas du tout anecdotique, parce que c'est une des spécificités de la maison, revendiquée. De faire, parfois, c'est arrivé pour Eric, par exemple, il y avait ces 2 très courts textes sortis en série il y a quelques années, à 3 € également chacun, de faire des tout petits livres, ou même des livres un peu plus conséquents, c'est-à-dire que dans vos achats de rentrée, ça pourrait être l'argumentaire, achetez le Éric Chauvier, parce qu'il coûte 3 fois moins cher que la plupart des romans qu'on vous propose dans les rayonnages. Évidemment, c'est provocateur de dire ça, mais hors l'humour de l'affaire ou la boutade, c'est un vœu de la politique de la maison, de faire ces livres pas chers. Oui, parce que tout simplement, il y a un public qui ne peut pas... en général, nous, on a tendance à trouver les livres extrêmement chers, parce que étant dans le métier, on sait combien ça coûte, et on sait quel prix on peut proposer au public. Donc, effectivement, c'est vraiment une politique, dans le sens où on estime qu'il faut élargir l'accès aux livres et l'achat, et donc on essaie en effet de faire les prix les plus bas possibles, tout en faisant un effort évidemment sur la qualité du papier, les rabats, le graphisme, la mise en page. On estime que c'est possible en fait, et puisque c'est possible, il faut le faire. Du coup, il n'y a pas d'autre explication pour le prix bas que ça. Souvent, je suis assez choquée par le prix des romans écrits encore 14 et qui sont à une vingtaine d'euros. Je trouve que c'est extrêmement... voilà, du coup, nous, on fait le choix d'offrir d'offrir, c'est pas non plus offert, mais de proposer des livres qui soient agréables, du point de vue de l'objet, et pas cher. Oui, parce que ça, on peut en parler aussi. D'ailleurs, j'en discutais avec un de vos anciens auteurs il y a peu de temps, David Bosque. On échangeait sur Alia, et je lui parlais de... je n'ai pas le terme technique pour le dire, mais à quel point le coulé dans la page, moi, me facilite la lecture. Je
Je trouve que c'est Oui. une Rolls pour rentrer dans Oui, des oui. textes qui, mal maquettés, pourraient être beaucoup moins évidents en fait. Et il me racontait à quel point il n'y avait pas des secrets de fabrication, mais tout le monde avait envié à Beribi ces imprimeurs. Enfin, où est-ce qu'ils Oui. pouvaient faire? Parce que c'est pas, vous voyez, c'est pas à 7 euros. En plus, c'est un bien plus joli objet que beaucoup de ces romans à 20 euros dont on parle. C'est-à-dire que c'est vraiment de la belle fabrique, quoi. Oui, oui. Euh, et ça, vous pouvez en parler parce que vous êtes vraiment Oui, oui. Du coup, à la vous voulez fabrique dire aussi. donner les secrets de fabrication? Mais parler des secrets de fabrication, Oui. c'est-à-dire de, Bah, du ne souci que vous y serait-ce- accordez, du oui. travail que ça Bah, représente. oui, enfin, après, enfin, c'est quelque chose qui est sans cesse en évolution, en fait. On réfléchit à améliorer sans cesse la mise en page, les césures, etc. Enfin, c'est quelque chose qui s'affine au fil du temps. Et on a quand même publié un livre qui s'appelle Livre et typographie, donc on doit se tenir aussi de Chitchold, qui est un typographe très connu. Du coup, il faut bien aussi être en adéquation avec ce qu'on publie. Et puis, on estime que ça... oui, que c'est un tout, en fait, que le lecteur, enfin, le confort du lecteur dépend aussi de la présentation, tout simplement, en fait. Après, effectivement, oui, je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui recherchent... Enfin, on ne met pas le nom des imprimeurs dans nos livres. Parce que, en fait, avant, on le mettait, mais on s'est rendu compte que beaucoup d'éditeurs allaient donc voir l'imprimeur en disant on veut la même chose. Du coup, bon, voilà, après, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on tient secrètes un peu. Mais, On parlait d'hybride et d'objets atypiques, et moi me revenaient des exemples justement en littérature, c'est-à-dire qu'il m'est parfois arrivé, parfois après coup, de découvrir des auteurs. Je citais Bosque, mais j'ai découvert après coup son travail chez Alia, en passant par ce qu'il avait fait chez Verdier d'abord. Mais vous avez publié, à titre d'exemple, les premiers livres d'Oliver Roé, ouais, qui était allé ailleurs ouais, ensuite, mais qui ouais. étaient, voilà, qui étaient des livres assez marquants. On pourrait citer Bruce Bégou, qui est un peu aux confins des disciplines aussi. Et, et du coup, toi, Eric, ton premier livre, c'est en 2006. Non, c'est peut-être pas le premier, justement. Est-ce que ce texte-là ne datait pas d'avant? 2004. Voilà. Mais ton premier livre de fiction, alors voilà, on Ouais. va parler des termes tout à l'heure, de fiction, s'appelle Anthropologie, pareil chez Alia. Et comment tu t'es retrouvé à envoyer ce texte-là là? Est-ce que ça t'a semblé justement évident? Est-ce que tu t'en rappelles déjà de la rencontre avec l'éditeur? Oui, très bien. Comment dire? Moi, je pense qu'il y a vraiment profondément un rapport fétichiste à l'IA quand même. Enfin, on faut parler des polices, de la police, par exemple, du caractère, des choses comme ça, qui font que j'étais lecteur surtout avant. Et je parle de fétichisme au sens de l'objet. Enfin, l'objet a un rapport, comment dire? Si on prend les livres ici autour, évidemment, on voit un peu la différence en fait. Je suis désolé, mais à part la Pléiade qui est pas mal foutue. Pour le reste, la collection blanche c'est un peu fétichisé, mais ça, voilà, on sait pas trop. Là, il y a quand même, il y a ce rapport un peu, oui, fétichiste, quasiment à lien, je trouve, sur le choix de. J'ai oublié ta question. C'était retracer les circonstances, c'est-à-dire comment te sentais-tu avec un premier texte qui est déjà hybride. Alors je ne vais pas rentrer plus dans le Oui, détail, voilà. mais Oui, qui non, mais effectivement ce que ne dit pas Daniel, finalement, c'est que c'est très au-delà du caractère hybride, c'est que c'est des parcours de vie d'une certaine façon, au sens où j'étais un peu en porte-à-faux avec l'institution, avec je savais pas trop ce que je faisais de ma vie. Je sais pas aujourd'hui d'ailleurs. À l'époque encore moins. Aujourd'hui ça va mieux. Mais à l'époque, donc, c'était la collection idéale, enfin la maison d'édition idéale, au sens où il n'y avait pas de chemin balisé. Il y avait une ligne de conduite très explicite finalement, qu'on voit très clairement chez Alia, et en même temps, elle se dérobe toujours à nous, d'une certaine façon. Je sais pas si tu c'est quelque chose comme ça. La ligne de conduite est c'est l'héritage situationniste. Bon, c'est pas rien. Et au-delà de ça, il y a quand même une façon de perpétuer cet héritage-là qui amène à travailler sur les franges un peu de. C'est pas balisé. Et moi, ma démarche n'était pas du tout balisée. Je me cherchais dans ma démarche. Là, c'est William Blake. Donc c'est une édition bordelaise. William Blake, donc c'est
Donc ça, c'est un ouvrage de sciences humaines publié chez William Blake, c'est notre ami Jean-Paul Michel, qui est un poète. Donc une édition de sciences humaines publiée chez un poète, déjà, c'était curieux. Donc je pense qu'il y a cette démarche, enfin c'est même pas une démarche, c'est une démarche qui se crée en même temps, et qui se cherche en même temps qu'elle se crée, d'une façon qui m'a amené chez Alia, d'une certaine façon. Là, j'intellectualise énormément, mais c'est quand même assez. Il faut parler précisément des choses, quoi. C'est-à-dire que j'ai trouvé une sorte de possibilité sur des textes qui n'étaient plus identifiables, comme les sciences humaines. Parce que les sciences humaines, c'est très bien, j'en lis depuis très longtemps. Des romans, j'en lis depuis très longtemps. Mais il y a d'autres choses, évidemment. Il y a d'autres choses que ces catégories qui sont quand même monstrueusement sclérosantes et définitives, quoi. Donc Alia, c'est exactement ça, en fait. Je sais pas, je peux pas rendre un plus bel hommage quand même au travail. Et très sincère. Et à l'heure actuelle, autre petite question de métier avant d'en venir un petit peu au livre d'Éric. Vous êtes une petite équipe, en fait. Oui, Toujours. Enfin, là, on était, on est 3 en fait. Enfin, maintenant, on vient d'embaucher quelqu'un en fait. Du coup, on est 4, sachant que du coup, Gérard Bérébi, qui est le 4e, enfin, qui est le premier, mais il cède de plus en plus, enfin, un peu la place. Donc voilà, on est, enfin, quotidiennement, on est 3. Maintenant. Oui. Et alors venons-en aux nouvelles métropoles du désir, vues par son éditeur, son éditrice. Après on va passer un long moment dessus, mais Daniel, vous l'avez donc lu avant nous, de toute façon. Oui. C'est un livre que vous avez lu, découvert il y a quelques mois, que vous attendiez certainement, qui fait suite à tout un travail que j'évoquais. Et qu'est-ce que vous auriez à nous en dire en tant que lectrice? En tant que lectrice de ce livre-là, isolé, et aussi en continuité avec le travail d'Éric Chauvier. Alors oui, du coup, c'est vrai que moi, je l'inscris beaucoup en continuité, même s'il vaut aussi en lui-même, parce que depuis Anthropologie, en fait, quand on a, du coup, parce que donc, Éric avait envoyé un manuscrit, enfin, on ne se connaissait pas, et donc il avait envoyé un manuscrit, où d'ailleurs, il avait oublié de mettre le numéro de téléphone ou quelque chose du genre, donc c'était un peu compliqué. Il y a un mythe fondateur. Et d'emblée, dès le premier, justement, comme tu disais si bien, en fait, ce fait qu'il y avait, c'était pas, ça s'appelait Anthropologie, c'était pas de l'anthropologie, c'était pour nous plus un texte littéraire, mais justement un peu dans cette recherche où je reprends le mot hybride, qui est peut-être pas le plus adéquat. Du coup, on a publié donc les autres livres. Et évidemment, il y a aussi la dimension qu'on retrouve ici, la dimension politique, qui nous intéressait forcément et aussi dans ce livre, puisque du coup, Éric a tendance à toujours renverser les regards, en fait, ce qu'on peut regarder depuis l'extérieur, depuis, comme on pourrait dire, la périphérie et le centre. Du coup, il nous décentre toujours dans sa façon d'aborder d'une certaine manière le quotidien et des scènes de la vie quotidienne, donc, et notamment dans les nouvelles métropoles du désir, outre ses qualités, la densité du texte, le phénomène extrêmement condensé, puis la qualité dans l'art de la description, parce que du coup, Éric a l'habitude de l'enquête et du coup de la description de situation. Il renverse donc ces qualités-là dans une dimension littéraire et en même temps, tout en restant proche du sujet. Donc il y a une sorte de tension permanente qui se retrouve en fait dans la plupart de ses livres. Et donc la dimension politique, elle nous intéressait aussi, en tout cas là, dans la question politique, dans ce livre-là, c'est le regard que ça part d'une scène d'agressivité et en même temps il nous conduit à renverser le regard et à montrer que l'agressivité elle est ailleurs en fait, elle est en fait pas là où on croit qu'elle est. Donc c'est aussi avec une subtilité puis avec un humour certain aussi, il arrive donc à nous emmener toujours ailleurs et à voir les choses toujours d'un point de vue différent en fait. Et donc ça nous...
pas en tant que lectrice, enfin, je suis un peu Merci. vague peut-être. Je me disais que j'allais pas redoubler notre présentation d'un prolégomène. On s'était dit que tu pourrais en lire un morceau. Et peut-être que ça nous permettrait de rentrer dans le vif du texte plutôt que Mais si tu veux, que écoute, j'ajoute. Si ça je ne lis te très dérange mal, pas de démarrer par là. C'est pas que je lis très mal, mais je suis pas du tout le lecteur. Je fais pas de théâtre. Vous allez voir, c'est zogneux, c'est ordinaire. C'est un lecteur ordinaire. Vous avez un lecteur ordinaire. Une chance d'avoir un lecteur ordinaire. Par quoi commencer? Par le début. Par exemple. On va faire commencer par le début. Je suis pas persuadé en même temps que ce que j'ai voulu écrire, je pourrais le lire un jour. Donc, au tout début, je ne pressens que des sensations confuses, un peu embarrassantes, presque satisfaisantes. Je déteste la marche lente. Non que je déteste marcher lentement, simplement je ne supporte pas que cette idée, élaborée par les concepteurs de la ville dévolue à la consommation, au divertissement et au tourisme, contrôle mon comportement. J'ai l'impression que plus je vais marcher avec lenteur et plus je vais perdre ce qui constitue ma personnalité. Quelques détails irréductibles qui m'identifient et me font paraître différent, irrégulier, singulier. Outre l'obligation de prendre son temps, cette idée répond à quelques prérogatives ambiguës. Redécouvrir la ville dans un temps idéal, apaisé, presque contemplatif, et en même temps favoriser la consommation. Dans cette rue marchande, plutôt huppée, mes contemporains obéissent aux consignes. Ils marchent de façon lente, mais sans s'en rendre compte, comme moi, au demeurant, qui fait ce constat critique de façon rétroactive, suite à l'irruption de la violence. Pour l'heure, des dispositifs savamment organisés cherchent à influer sur votre comportement visuel, des stimuli produits à intervalles réguliers, sonores, une musique lounge, olfactif, effluve de parfums de luxe, de café noir, d'odeurs de propreté. Vous vous laissez envahir et de façon naturelle ralentissez votre pas. Vos muscles se relâchent, votre esprit se détend, vos yeux clignent moins vite. Dans un mouvement inverse d'accélération, vos doigts d'homme caressent le fond de vos poches, vos doigts de femme, le creux de vos mains, marque discrète de notre désir de marchandise. Je ne fais pas exception à la règle, je marche d'un pas lent, logiquement. Mes doigts caressent le fond de ma poche. Cette posture de relâchement me fait apprécier de façon presque neutre, plaisir fade, désir immobile, l'atmosphère de la rue, me rend aussi particulièrement attentif à tout ce qui échappe à cet alanguissement. Ainsi fait, je les vois arriver de loin. Dans le flot de passants, elles détonnent de manière tout à fait remarquable. Elles sont 3, âgées de 15 ou 16 ans peut-être, l'air immédiatement menaçant, prêtes à tout ou jouant à l'être. Elles marchent en zigzagant, de façon saccadée, s'esclaffent à intervalles réguliers en dévisageant les passants, cherchent visiblement à alpaguer leur regard. Elles proviennent des confins délabrés de la ville. Tout dans leur apparence en atteste. Les mêmes silhouettes stéréotypées, les mêmes jogging baggy, les mêmes tennis montantes et brillantes, les mêmes blousons à capuche, le tout griffé des habituelles marques qui équipent les clubs de football les plus renommés et les banlieues les plus sensibles. Dans cette rue, elles semblent dans leur élément, promptes à casser l'ambiance. Leur façon de parler, vocifération, hurlements, menaces, attirent l'attention des passants qui, surpris dans leur lenteur, puis troublés et apeurés, n'osent pas se retourner. J'entends les mots bâtard et race, dont elles ponctuent leurs phrases courtes, prononcées sur le ton de l'insulte. Elles me fixent, bien sûr. Je croise brièvement leurs regards déchirés, leurs pupilles dilatées. Je leur souris faiblement, puis je détourne les yeux. Lui me suit. C'est en me retournant vers les 3 adolescentes qui, maintenant, ne me voient plus, que je l'aperçois. Barbe fournie et entretenue, coiffure idoine, composée d'une vague de cheveux gominés impeccablement peignés, surplombant des tempes et une nuque rasée, chemise de bûcheron, jeans slim noir, chaussures Richelieu, bijoux et fausses lunettes de vue à grosse monture. C'est ce dont je vais me rendre compte quelques instants plus tard, en les lui tendant, brisés en plusieurs morceaux. Elles l'ont tout de suite repéré, mais pas comme si elles le cherchaient en personne, plutôt comme si elles traquaient un prototype d'humain et, ce que je ne tarde pas à comprendre, un humain sur lequel se venger. Et c'est lui qui se présente, lui qui fera l'affaire, lui dont l'apparence, fashion, vaguement efféminée, a de quoi déplaire au plus haut point à ces 3 filles. La suite le confirme. L'une des 3, qui porte un t-shirt à l'effigie d'Al Pacino dans Scarface, s'avance vers lui, l'air provoquant. Tu veux faire la voix? Oh, monsieur. Oh, non. Oh, monsieur. Oh, cette voix est cassée, éraillée. Elle rit pas. Cette voix est cassée, éraillée, martiale, et plus que tout, elle semble venir de très loin, loin de la ville ou de l'idée que je me fais de la ville.
Lui, il la regarde, surpris, un peu hautain, ce qui excite aussitôt Miss Scarface qui n'en demandait pas tant. Elle éclate littéralement, les traits révulsés. Les images qui me viennent sont celles d'une grenade dégoupillée, d'un jeu vidéo de combat, d'une rafale de mitraillettes. Qu'est-ce que tu veux que je te fume? Tu veux que je te fume? Bon, maintenant ça va, laissez-moi, proteste le hipster en essayant de contourner les deux autres qui se dirigent vers lui. Le voilà désemparé face à cette très jeune fille qui emploie le verbe fumer, lequel, habituellement associé à la virilité et à la bagarre de rue, doit lui paraître parfaitement décalé. Quoi de plus menaçant dans l'instant que cette conjugaison du verbe fumer? Les deux autres adolescentes s'approchent d'eux en riant, un rire d'où s'exhale du mépris mal assuré, de la haine mal digérée, de la jeunesse torpillée. Ouais, fume-le, fume-le. Laissez-moi passer. Il parle comme s'il s'attendait à ce que d'office ces trois-là respectent ses droits, comme s'il existait une procédure légale l'autorisant à imaginer une zone de sécurité ou, pourquoi pas, de bienséance. Mais elle lui rappelle brutalement qu'elle vient justement de créer au cœur de l'ambiance urbaine un interstice de non-droit, un zonage flottant et reproductible, où l'angoisse est la norme. Qu'est-ce que t'as, toi? Oh, monsieur. Oh, enculé de ta mère, fait l'une des deux autres, en prenant l'air de celle qui est prête à exploser. Laissez-moi. Il vient de comprendre qu'un réel danger existe, strictement délimité par la force de frappe des filles et par l'inertie prévisible des passants. Et lui se trouve au beau milieu de cette arène insoupçonnable l'instant d'avant. Sa voix tremble, ce qui semble constituer un signal pour Miss Scarface. Il est mûr. Elle le pousse alors des deux poings, puis tout va très vite. Il s'affale sur l'asphalte, une tennis montante noire à paillettes argentées foule déjà ses lunettes au vert neutre tombé au sol. Le lynchage dure environ 5 secondes, durant lesquelles leur rage continue de se vider, comme une rafale de Kalachnikov, ai-je envie de dire, mais surtout en suggérant encore des scènes dont les mots-clés seraient violence, brutalité, bestialité, barbarie. Une pluie, c'est l'image qui me vient, de coups de pied s'abat sur lui, sur son ventre, sur son dos, sur ses jambes. À aucun moment, comme pour valider leur acte, elle ne cesse de traiter le jeune homme de bâtard, d'enculé et de fils de pute. Recroquevillé en position fétale, le voilà qui geint et supplie. Ces cris déchirent l'entame de la nuit urbaine, programmée pour la marche lente, la douceur de vivre et de consommer. Déjà un attroupement de badauds se forme. En chœur, les trois adolescentes hurlent des paroles que, sur le coup, je ne saisis pas, mais qui cependant me disent quelque chose. Biatch, viens pas tester la West Side. J'hésite une demi-seconde, puis je cours avec l'intention vague de porter secours à la victime, parce que je ne sais pas comment je vais agir face à ces furies. Mais lorsque j'arrive, elles disparaissent dans l'ombre des platanes de la place de l'Alligator. Je l'ai toujours appelé ainsi. J'entends leurs cris aigus, entrevois des fragments de silhouettes aussitôt avalés par l'obscurité. J'arrête là. Merci. On est déjà dans le vif. Cette scène inaugurale est effectivement, comme vous le soulignez, Daniel, également l'aboutissement du livre, c'est-à-dire que on y revient ou arrive en tout cas à une tentative d'élucidation de cette scène-là qui est très choquante pour le narrateur, qui du coup continue à marcher. Et là où, très souvent dans vos livres, en tout cas dans les premiers, vous créez des situations de trouble, ce qui est un peu le matériau du déclenchement de l'écriture. Là, vous la subissez, ou du moins, vous êtes spectateur. Ce que vous créez ensuite, c'est que vous suivez le jeune homme qui vient de se faire démonter dans un bar lounge branché, pour être encore plus au cœur de la nouvelle métropole et du désir. Et là, vous décrivez longuement, je te tutoyais tout à l'heure, bref. Tu décris longuement l'ambiance, justement, le lieu, le décor, avec des personnages, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui deviennent très vite des personnages, qui, comme la jeune fille qui a un t-shirt Scarface, qui s'identifie à Scarface dans ton écriture, dans le Dark Rihanna, il y a des people, ou du moins des gens qui semblent s'identifier à tel people, qui ont ce look-là, qui deviennent ces personnages-là, dans une espèce de théâtre assez étrange. Et là, le jeu d'Éric Chauvier, a priori, puisque tu évoques ta fille, ta vie périurbaine, tente de noter ce qui se passe. Ce jeune homme qui a été abîmé au début s'en va, et il reste ce décor étrange, où tu ne parviens pas, et ça, quand Daniel parlait de l'humour, moi c'est vrai que ça me restera longtemps, cette image-là toute simple, tu ne parviens pas à commander une bière, et à un moment il y a notamment cette idée de faire des grands gestes comme sur un aéroport pour tenter d'obtenir une bière, parce que tu ne parviens pas à maîtriser les codes du lieu, les codes de communication basiques.
en regrettant que, et ça aussi c'est un trait d'humour, que le bar ne soit pas un bar à la Simon, ce qui est un peu d'auto-ironie sur voilà, le vieillissement de certaines valeurs qui seraient les tiennes. Et dans le passage que tu as lu, je cherchais, il y a plein de choses qui sont éclairantes sur la suite. Il y a dans le geste que font ces jeunes filles l'expression casser l'ambiance. Et elle est essentielle dans tout ce livre-là. Parce que l'ambiance, tu décris longuement l'ambiance du bar, où Rihanna a une place très importante aussi, on pourra y revenir. Les chanteurs pop, les icônes pop sont là, sont présents, détaillés au premier et au deuxième, enfin, au premier degré et au deuxième degré, et tu fais la différence entre les deux degrés dans le rapport aux stars. Mais un peu plus loin, il est également question de Booba, un rappeur bien connu, dont les filles citaient les paroles, on s'en rend compte en cours de route. Et chez Booba, tu t'étends un petit peu sur ce que ça véhicule aussi, ces paroles-là, cet état d'esprit-là. Tu dis précisément à un moment, tout ça n'est qu'une question d'ambiance. Booba aussi. Donc là, cette expression même de casser l'ambiance me semble au cœur de ce que tu essayes de repérer dans le geste des filles, mais au-delà sur l'ensemble du livre. Tout le livre d'Alia casse l'ambiance, je pense. C'est un peu le principe de la maison d'édition. Mais casser l'ambiance... D'ailleurs, il y a un casseur d'ambiance. Oui, notable. Mais casser l'ambiance, on peut le provoquer. Là, on se rend compte que si on perturbe la vie sociale, en fait, il y a plein de choses qui apparaissent. C'est pas en essayant de comprendre la vie sociale avec un hélicoptère au-dessus pour voir d'en haut ou en faisant des cartes qu'on va comprendre le monde social. Il faut vraiment être immergé dedans. Mes enquêtes, c'est ça en fait. C'est être immergé dedans et voir ce que ça produit dès lors que la vie est faite de friction, de peut-être fantasmer, peut-être... Là, ça n'est pas fantasmé puisque je me retrouve dans une situation d'interaction qui ne fonctionne pas du tout. Où je veux simplement demander une bière. Mais au-delà de ça, certains sociologues appellent ça les breaching experience, c'est provoquer des expériences de perturbation, et voir ce que ça donne. C'est un peu ça l'idée, mais le sens apparaît toujours, je pense, moi je dis casser l'ambiance, mais c'est après un vrai procédé de repérer les anomalies dans le monde qui nous entoure, plus que de s'attarder sur des invariants ou imaginer que de lier les choses. Si on essaie de lier les choses, on a toujours on a des beaux discours électoraux, mais on n'a pas véritablement de pertinence de l'analyse sociale. L'analyse sociale, elle part quand même de notre expérience. Qu'est-ce qu'elle devient, notre expérience? Ce que je ressens dans ce bar, je pense que tout le monde a plus ou moins ressenti finalement. C'est-à-dire que je suis parfaitement décalé dans ce bar, tout en étant... il y a une tonalité quand même à laquelle je tiens beaucoup. On avait travaillé avec Gérard là-dessus. Une tonalité qui était de ne pas porter de jugement finalement. C'était un peu facile de avoir un jugement un peu réac sur les hipsters en disant moi je préfère le bar à la cime. Non, je pense, en tout cas j'essaie d'être plus subtil que ça. Il n'y a pas de regret du bar à la cime, non. Il y a Justement, simplement, quand je parlais du bar à la cime, non, il m'a semblé que par exemple cette petite référence-là qui est marquante et où il y a de l'humour, c'est une manière de spécifier que tu t'adresses, s'il y a de l'ironie, tu t'en envoies autant à toi-même. Pour le coup, tu es aussi un personnage type. Voilà, c'est une manière de... J'arrive pas en ruminant ma rancœur, simplement je suis perdu dans cet endroit-là. Alors que je me sens pas spécialement ringard ou has-been par rapport je vais écouter de la musique, bon bref, je suis pas totalement has-been, mais tout d'un coup ça ne fonctionne pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et je comprends que le monde a peut-être changé parce que ça fait 15 ans que je suis parti dans ma banlieue et que je suis père de famille, j'ai 44 ans et je reviens dans cet endroit et le monde a évidemment évolué. Et moi j'y étais il y a 15 ans auparavant et j'étais peut-être parmi ces personnes, ces clients-là de ce bar-là. Je pense pas d'ailleurs, les choses ont changé aussi d'une façon générale. Mais en tout cas, je ne me reconnais pas dans cet endroit-là. Et le livre est finalement plus basé sur donc une absence je ne porte pas de jugement sur ces personnes-là, mais ça va déclencher un travail de mémoire en fait. Où, tout d'un coup, j'aime beaucoup l'idée, tu l'as rappelé, de porter changer le regard. Si une situation est parfaitement limpide, alors moi ça me convient pas du tout, j'ai besoin de la renverser pour la voir d'une autre façon. Si on me dit le monde est comme ça, alors avec un ton assuré, ça m'embête. Donc j'essaie de retourner ça, et à ce moment-là, j'essaie d'imaginer dans ce bar-là ce qui se passe dans ma banlieue à ce moment-là. Et de fil en aiguille, dans ma banlieue pavillonnaire, donc qui est à l'inverse de cette vie un peu hype, un peu branchée du centre-ville, qu'est-ce qui s'y passe? Et finalement, la vie ordinaire est très faite de ce travail de mémoire mnésique sur comment le monde, de façon presque olfactive, va nous renvoyer, si on est vraiment attentif, à des situations qui n'ont rien à voir. Souvent, on les oublie,
Mais si on les met en perspective, c'est très intéressant à analyser. C'est toujours dans le déchirement un peu de la vie sociale qu'on peut mettre en perspective de notre vie ordinaire, et en l'occurrence ma vie pavillonnaire. Je me souviens que ma vie pavillonnaire, elle est complètement à l'inverse de cette vie-là. Les villes sont devenues, Gérard Manset chante ça, les capitales sont toutes les mêmes devenues. Non mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'hyper-codification de la ville. Et je me rends compte par codification culturelle. C'est plus subtil que ça. Il y a beaucoup de pauvres dans les villes, on dit qu'il y a 15% de pauvres dans n'importe quelle métropole. Bon, c'est plus subtil que ça. Mais dans ce bar, il se trouve qu'il y a une hyper-codification. Et ce bar finit par ressembler vraiment à une sorte de quintessence de ce que c'est que l'urbanité, ce que c'est que la ville, l'hyper-ville. Et donc ça me ramène moi, à ma banlieue qui est sous-codifiée. Mais il y a finalement énormément de liberté, énormément de menaces. Donc je me souviens de ces deux jeunes, enfin mon parcours de footing qui... c'est possible, dans Saint-Médard-en-Jalles, à côté de Bordeaux, je fais mon footing, et ça m'est arrivé de tomber sur ces deux, plusieurs fois d'ailleurs, sur ces ados qui jouent avec des flingues et qui me visent quand je passe en faisant mon footing. Alors on se pose des questions, on dit oui, c'est aberrant, c'est un incident. Non, c'est simplement le refoulé de la ville. La ville est tellement codifiée, mais plus elle est codifiée et plus elle crée du refoulement d'une certaine façon en dehors, dans sa périphérie. Et après je tire les fils et plus je rentre dans ce bar hyper codifié avec Rihanna. Et puis surtout, ce qui me choque profondément au fond dans ce bar, c'est que j'ai fait des tentatives. Ma fille est adolescente, donc je sais de créer des liens avec elle, mais elle m'échappe. Bon. Donc j'ai écouté avec elle de la musique de sa génération que je cite ici, Beyoncé, Ariana Grande, des choses, Taylor Swift. Vous connaissez Taylor Swift. Et ce qui est très choquant, c'est que dans ce bar, toute cette musique que j'écoute avec ma fille au premier degré est mixée au second degré. C'est-à-dire que tout d'un coup, ma vie pavillonnaire, ça a l'air de rien, c'est un détail. Mixé, ça veut dire qu'on remet une grosse basse derrière, un peu house, un peu... Et c'est passé à la moulinette d'une espèce d'attitude un peu branchée qui d'un coup me renvoie à ma périphérie, à ma satellisation hors de la ville, puisque moi je l'écoute au premier degré. Je ne suis pas grand fan de Beyoncé, mais je peux l'écouter au premier degré pour nouer le dialogue avec ma fille. Donc c'est ces petites choses, si tu veux, qui peu à peu font que ce qui se passe dans le centre, et c'est le nerf du livre finalement, tout ce qui se passe dans le centre, et qui est parfaitement innocent, bien évidemment, être un hipster, être looké, il n'y a aucune culpabilité à avoir de ça, mais inconsciemment, ça renvoie une image de périphérie, ça crée de la périphérie en fait. C'est quelque chose qui est très fort, c'est-à-dire que, évidemment, alors, il y a une énorme toile un arrière-plan, qui sont tous les passages à l'acte survenus depuis 2 ans, de façon massive, de façon monstrueuse. C'est la question du passage à l'acte qui est posée finalement. Tout à fait. Et si ces 3 jeunes filles s'acharnent sur ce jeune homme, qu'est-ce qu'elle leur renvoie? C'est ça la question. En fait. C'est la question de comment le passage à l'acte est possible et comment l'image de la ville, ce que Georges Simmel, un grand sociologue, appelait la moue blasée. Celui qui a la moue blasée en ville, c'est celui qui peut domestiquer en quelque sorte les flux de la ville. La ville est faite de flux. Et Simmel parlait du paysan allemand qui arrive sur la place célèbre à Berlin et qui est complètement paumé parce qu'il n'a plus ses repères. L'urbain, c'est celui qui peut maîtriser ça. Et tous ces jeunes gens déguisés en Lana Del Rey, en Pete Doherty, toutes ces images, toutes ces iconographies, ils montrent d'une certaine façon qu'ils domestiquent parfaitement la ville. Ouais, mais la ville, elle leur pète à la gueule à un moment. Et c'est ça le problème. Et la question du passage à l'acte fait que la ville, à un moment donné, les périphéries se rappellent à la... Alors, je dis ça de façon rapide, il y a beaucoup plus de subtilité, je pense, à avoir sur ce débat-là qui sont très, très sensibles. Oui. Mais la question du passage à l'acte, elle est là, sur ce que renvoie de façon innocente la moue blasée de l'hyper-urbain, de celui qui est l'hyper-urbain, c'est moi, c'est n'importe qui est dans la ville et qui a l'air à l'aise dans la ville. Et qu'est-ce qui se passe lorsque ces personnes-là croisent les 15 ou 20% de pauvres qui continuent à vivre dans la ville, qui viennent des périphéries ou qui sont dans la ville elle-même? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui frotte à ce moment-là en termes de représentation, de projection? Au fond, ce sont ces questions-là. Et après, ce travail de mnésique, un peu, qui me ramène à des souvenirs d'enfance, me ramène à tout ce qui fait les périphéries aujourd'hui, en fait. Le pavillonnaire, c'est une périphérie, mais plutôt... même pas gentrifiée, mais... c'est compliqué, même middle class, enfin, les gens vivent pas si mal, je veux dire, ils sont pas dans une situation de désespoir. Mais après, c'est même ma ville d'enfance qui en Limousin, au sud de la Haute-Vienne, qui est complètement en déclin à tous les niveaux.
Et puis après, c'est la banlieue. Et là, c'est là que je reviens avec les trois furies qui arrivent de la banlieue, justement. Voilà un peu la mise en perspective à partir de ces situations d'anomalies, de fractures, mais qui sont, à mon sens, hein, complètement... on met un gros éteignoir dessus actuellement. C'est très difficile d'arriver à interroger ces situations d'extrême violence, d'extrême trouble. En fait, c'est très difficile aujourd'hui. On est plutôt sur un discours, je ne parle pas du discours comprendre, c'est excuser, qui est simplement imbécile, mais même un discours un peu lénifiant sur tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très subtil la façon dont ça arrive, et ça arrive d'ailleurs de façon... la subtilité de la construction du livre, qui a son propos, enfin on l'a un peu expliqué, mais effectivement les traces des attentats de novembre par exemple, moi j'ai vu soudainement et à la toute fin. Alors qu'évidemment il y a quelque chose de logique là-dedans, mais ça permet d'éviter les théories contre théories toutes faites ou même théories construites, et toutes théories tout à fait respectables, mais qui sont des formes de défense dans le débat public, puisque tout le monde est de toute façon très choqué. Mais voilà, le livre du coup permet d'interpeller ça par en dessous, en quelque sorte. Par l'ellipse. Ouais. Et notamment, c'est en citant encore une fois Booba, et voilà, j'ai mis un petit peu post-it, c'est assez sidérant, quoi. Parce que j'ai posé une question, et puis qui la relie à autre chose. Donc Booba est celui dont les jeunes filles citent les paroles en tapant sur le gars. Et effectivement, Booba, moi ça m'avait surpris aussi il y a un an ou deux, la presse culturelle branchée a décrété depuis 2-3 ans que c'est un poète, c'est une sorte de génie incompris. Céline. Ouais, non, mais ça a été écrit tout ça, et moi ça m'avait quand même sidéré parce que, pour l'avoir écouté, bon après je me suis dit je dois vieillir, mais j'étais surtout assez navré en tout point, bref, je trouve ça surprenant. Et donc il y a une de ces rimes qui dit djihad, dans ce même morceau, djihad rime avec fusillade. Tu dis l'ironie de Booba est insondable. C'est-à-dire tu t'attaques un petit peu à cette ironie-là, au régime de l'ironie, qui était un petit peu le déclencheur du fameux Contre-Télérama, qui était un livre sur la périphérie, depuis la périphérie, une sorte de pendant de celui-là, à cet endroit-là, comme si là tu t'intéressais au centre pour questionner autrement la périphérie. Mais il est question tout au long du livre parce que le remix rentre là-dedans. J'évoquais premier et deuxième degré tout à l'heure, et tu le disais quand tu parlais d'essayer d'être en relation simple avec une adolescente, puisque les codes, ta fille, et que les codes y changent. Une des violences faites à toi qui n'arrives pas à attraper une bière, et donc à ces jeunes filles à un autre niveau, puisqu'elles sont dans une misère plus grande, c'est celle de l'ironie à tout craint. C'est-à-dire que la rupture de communication et l'exclusion, tu parles à un moment de satellisation, elle procède de l'ironie. Tous les codes dans le bar sont de l'ironie, du second degré. Mais Booba, c'est très significatif. J'enseigne à l'école d'archi, les étudiants écoutent Booba. J'ai eu des longues discussions avec les étudiants de l'école d'archi. Ils écoutent Booba au second degré, bien évidemment. Booba, c'est quoi? En gros, c'est l'anarcho-libéralisme, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'État. Chacun se débrouille dans son coin pour vendre un maximum de cam, pour s'enrichir personnellement. Si la personne à côté ne lui plaît pas, on la bute. Les femmes sont des objets sexuels. Bon, c'est ça. Il y a une sorte d'iconographie du gangsta rap assez classique finalement, mais écouté en ville par les magazines plus ou moins branchés, présenté comme un élément très, très branché, très hype, un peu comme le blockbuster à l'époque. Bon, on a essayé de... Et c'est très surprenant, parce que moi j'ai quand même passé 3 ans en Seine-Saint-Denis dans des dispositifs relais avec des adolescentes en décrochage scolaire depuis de longue date, qui écoutaient Booba aussi. Et la musique, c'est une affaire d'usage. Hein. Et leur façon d'écouter Booba, c'était au premier degré, évidemment. C'est-à-dire que Booba, je ne sais pas si vous l'avez écouté, alors Djihad, Fusillade, il en parle depuis ses premiers albums il y a 15 ans, hein, il y a 10 ans. Donc c'est vraiment inscrit dans la codification, le djihad, machin. Ça ne veut pas dire qu'il est islamiste ou salafiste révolutionnaire, ça veut dire que c'est un code de son flow qui par ailleurs n'est pas mauvais. C'est quelqu'un qui sait écrire, hein, moi je pense. Hein. Mais avec ses adolescents en Seine-Saint-Denis, Booba était écouté au premier degré, bien évidemment. Et Booba, c'est simplement la bande originale de la fin de la civilisation, si vous voulez. La musique, c'est quoi? C'est la musique de John Carpenter, c'est la musique de films d'épouvante. Et la rythmique, c'est des flingues. C'est effrayant.
Et les étudiants en école d'archi, mais comme tous les hyper-urbains, écoutent Booba parce qu'ils ont l'impression de s'encanailler, d'être face à un monde tout d'un coup. Voilà, c'est à la fois fascinant et puis à la fois c'est second degré, c'est ironique et en même temps, il y a un truc là-dedans. Puis il écrit bien, il sait écrire. Mais sauf que les jeunes de 15-16 ans qui étaient passés par Bobigny, qui avaient des problèmes avec la justice, de Seine-Saint-Denis, dans ce dispositif relais, écoutaient ça au premier degré. Et moi, je les avais questionnés un peu là-dessus, notamment des jeunes filles, mais enfin, la condition de la femme dans les chansons de Booba. J'étais arrivé avec des gros sabots un peu. Voilà, bon. Et ouais, t'as raison, mais bon, ouais, voilà, c'est la musique. Et c'est intéressant de voir ça, quoi. Booba, c'est ce que Walter Benjamin appelait une image dialectique. Ça parle. Ça veut dire que c'est plusieurs usages possibles. Ça nous parle de notre condition, en fait, profondément. Moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est une grande question. Est-ce qu'on doit introduire ces questions hyper modernes dans la littérature? Moi, je trouve ça passionnant, Booba. C'est vraiment fascinant, en fait, de travailler sur ces deux niveaux. En fait. Qu'est-ce que ça nous dit de la société, de par cette contradiction d'usage, en fait. Et voilà. Du coup, le pendant de Booba, elle est à un tout autre endroit, du coup, c'est Rihanna. Rihanna a une autre importance de codification. Là, on revient dans le bar lounge et l'usage qu'ils font de Rihanna, si j'ose dire. Rihanna passe en musique en version remixée, mais il y a aussi tout un passage sur son image. Faudrait que je retrouve à quelle page. Il y a une photo d'elle. C'est une photo du magazine Lui, où elle apparaît sur le bord d'une piscine. Que tu décryptes, voilà. du coup. Et elle est encadrée dans le bar en 2 mètres sur 3, où elle C'est est une à photo moitié nue. plutôt très moche, plutôt très kitsch, a priori. Enfin, Ça renvoie et à qu'il toute a, il y a une forme de vulgarité, on pourrait dire de vulgarité, mais c'est un terme très subjectif, la vulgarité, dans cette photo. Mais en même temps, il y a l'usage de la paille dans son cocktail qui rappelle les films des années 70, l'usage de la cocaïne, des choses comme ça. Il y a un côté très transgressif dans l'image de Rihanna allongée de cette façon-là, un peu prostituée, un peu cocaïnomane, etc. Mais c'est cette fausse transgression, cette image, cette iconographie de la transgression qui... moi, je pense que c'est la fin du livre, mais que les riches ont besoin des pauvres, si vous voulez, pour faire très simple, en fait. C'est-à-dire que mettez les riches ensemble. Faites un ghetto de riches, le ghetto le Gotha des ghettos. Voilà. Avec la vidéosurveillance, ils s'emmerdent, évidemment. Donc il faut des pauvres qui passent, parce que c'est la libido, ça excite la libido, le désir. Et Rihanna, c'est un peu cette histoire. Enfin, elle joue de ça d'une culture populaire qui tout d'un coup est recodifiée dans la culture branchée, donc entre guillemets savante, et qui va recréer du désir. Parce que si vous restez qu'avec des artistes d'avant-garde, c'est vite... c'est pas que c'est ennuyeux, ça peut être passionnant, mais vous n'aurez pas... La libido va pas se mettre en marche. Le désir, une nouvelle métropole du désir. Ce désir-là, c'est libidinal, il faut le mettre en marche, quoi, de toute façon. Et de façon assez cynique, mais je pense assez réaliste, les pauvres, je dis les pauvres, parce qu'il faut appeler un chat, c'est pas les défavorisés qui est un abus de langage et honté, c'est sortant dans la rue, voyons les jeunes qui vont passer avec la casquette, machin et tout. La ville ne peut pas se constituer en ghetto, elle a besoin de ces flux de périphériques, enfin de personnes venues de la banlieue, de se confronter à ça, d'avoir encore une illusion vague de rapport de classe finalement. Quelque chose de cet ordre-là, qui est de l'ordre du désir, en tout cas pour la jeunesse que je décris dans ce livre. Et encore une fois, c'est pas un jugement, c'est plus une espèce de constat, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans la nouvelle fabrication des métropoles, si vous voulez. Fabrication des métropoles, on peut passer par le livre précédent, Les mots sont les choses, où tu t'en prenais ce que tu appelles les fictions théoriques. Et notamment, il y en a dans le domaine de l'urbanisme et de l'architecture, qui recoupent un peu ce que tu es en train de dire, me semble-t-il. Des dispositifs de contrôle. Aussi bien du coup de la libido que de cette fameuse fabrication du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est un concept creux, mais nécessaire. Au bon fonctionnement de l'affaire. C'est un concept. C'est-à-dire un concept, c'est quoi? C'est un mot qui est hors sol, qui fonctionne dans une rhétorique de gouvernance, mais qui ne permet pas de classer la vie sociale.
Le vivre ensemble, ça n'a pas c'est pas un concept opératoire pour classer les choses, ou nos façons de vivre, ça ne nous dit rien. C'est plus une sorte de vœu pieux pour que la société évolue dans ce sens-là, comme la mixité sociale, comme une foule, comme le développement durable. Bon, ça c'est très rebattu ces histoires-là, mais je pense que personne n'est à l'aise avec ces mots, effectivement, et la vie sociale est une contradiction permanente de ces concepts-là. Donc ce livre, Les mots sont les choses, c'était une tentative pour travailler pour créer nos propres catégories, en fait. Nous désaliéner des concepts qui sont lénifiants. Voilà, c'est le mot lénifiant. C'est-à-dire le vivre ensemble. Ouais, le vivre ensemble. Mais Oui, l'identité. Enfin, comme pour le jeune, dans Les mots sont les choses, il y avait ce... Qui veut travailler dans l'événementiel. Qui veut travailler dans l'événementiel. Et qu'est-ce que c'est l'événementiel? C'est un jeune qui pour le coup, était dans ces dispositifs relais. Et il était par ailleurs très riche de son histoire, très chaotique, mais qui, devant les adultes qui étaient en charge de l'évaluer, quand on lui demandait ce qu'il voulait faire dans la vie, il parlait de l'événementiel. Mais l'événementiel, bon, ça ne dit rien de c'est quoi l'événementiel, qu'est-ce qu'il voulait vraiment. Est-ce que c'est un concert avec une star du R&B? C'était ça, confusément. Hein. Et donc c'est... je ne sais pas si les deux livres sont très liés, ils sont très liés par la démarche, mais c'est vraiment un autre sujet sur le langage, les mots sont les choses, et comment ces mots nous débordent de nos bouches, en fait. Dès qu'on les prononce, ils nous absorbent le visage, ils nous mangent le visage. C'est un truc à la Cronenberg. C'est ça, c'est des... En tout cas, ils sont pas liés dans la forme. J'ai eu l'impression que celui-là reprenait une forme, évidemment pas académique, mais quand même plus en rapport avec la science humaine, l'étude de cas, même si c'est à la première personne. Tandis que dans celui-là, moi, tous les gens à qui j'en parle depuis que je l'ai lu au début de l'été, je dis c'est une fiction. Puis 2 jours avant de te rencontrer, je me suis moi-même posé la question pourquoi je passais mon temps à dire que c'est une fiction, parce qu'effectivement c'est quand même un jeu, le jeu ressemble à toi, ça a tous les attraits d'une enquête, et effectivement la fiction est là à plusieurs endroits, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dispositif fictionnel dans le bar, c'est-à-dire qu'il y a la fiction urbaine qu'on nous raconte, mais dans le fait littéraire, c'est pour ça que je parlais de la forme différente des deux, il se passe vraiment quelque chose. Outre l'humour et les petits décalages qui viennent, c'est qu'à un moment, après avoir observé, après vraiment en position d'observateur, observer, déduire, tu te mets un peu vers la fin, en écoutant Booba d'ailleurs, à faire de l'empathie, c'est-à-dire du romanesque en quelque sorte. C'est-à-dire à te mettre, à tenter de rentrer dans la psyché de ces gamines, dans leur voyage. Et là, on est à un autre endroit de l'écriture, enfin en tout cas de la fabrique d'écriture, de l'objet littéraire. Oui et non. C'est-à-dire que, d'abord, il y a peut-être deux réponses dans ta Peut-être plusieurs questions dans ma question. Oui. Je pense qu'il y a un réflexe qui fait que la forme narrative nous amène à penser que c'est de la fiction. Et oui, c'est quelque chose de cet ordre-là. Il y a un pacte romanesque qui nous amène à considérer que si c'est écrit... je sais pas, Belinda décida de partir avec Jim dans sa Jeep. Voilà, c'est très romanesque. Mais ça reste narratif. Ça peut très bien être une description d'un fait qui s'est réellement passé. Donc, il y a une espèce de confusion. Et après, sur l'aspect plus... il y a une partie du livre qui m'échappe. Et ça, c'est très important dans mes enquêtes, qui est quelque chose qui nous échappe. Au fond, c'est ce que je disais un peu dans Les mots sans les choses, cette question de l'expertise sociale aujourd'hui. Comment... Je travaille dans un laboratoire de recherche, je lis des sciences humaines, et très souvent, il y a une sorte d'exigence de lier, de comprendre, d'avoir quelque chose de tout à fait clair. Or, la vie sociale, l'expérience qu'on en a dans l'enquête, elle nous montre que beaucoup de choses nous échappent. Pas tout, heureusement, mais beaucoup. Et tous mes livres sont constitués sur ce principe-là, de ménager des portes, enfin des sortes d'ellipses, quelque chose de cet ordre-là. Et surtout, cette partie fictionnelle, donc, où j'imagine le trajet de ces 3 jeunes filles, de ces 3 adolescentes, sans empathie avec elles, par ailleurs. Pour le coup, je ne pense pas. Mais j'ai une empathie avec une jeune fille qui s'appelait Jenna, qui était dans ce dispositif relais toujours, mais j'ai passé 3 ans, donc j'ai eu le temps de les rencontrer, et qui, elle, faisait ce trajet. Et la projection, elle est là. Et je le dis que je l'imagine, ces scènes-là. J'imagine ce qui se passe, j'imagine comment elles ont pu quitter leur quartier, leur grand ensemble de la périphérie, pour ensuite prendre le tram,
pour ensuite croiser des regards dans le tram, commencer à fumer des pétards sur le trajet, ensuite se sentir un peu déconnecté parce que le fil était coupé, ensuite croiser tel ou tel, aller dans les lieux marchands, constater qu'elles vont croiser des cabinets d'assurance, qu'elles vont croiser le triangle d'or de la ville avec les banques, elles vont croiser des fringues de marque qu'elles ne pourront pas se payer. Et puis ça va finir par déconner. Elles vont finir par attraper un passant au hasard. Et Jenna, qui était une jeune fille que j'appréciais beaucoup par ailleurs, qui avait une histoire pas possible. Son père l'avait investi du rôle de sa mère après le décès de sa mère. Donc elle était dans une sorte d'aberration des valeurs familiales. Et elle me racontait ses trajets à l'époque de Saint-Denis jusqu'au Halles à Paris. Et c'était ça, c'était cette montée lente, mais extrêmement régulière d'une sorte de colère qu'elle ne pouvait pas verbaliser. La confrontation de classe, qui ne peut pas se dire, parce qu'elle va croiser tout ce qu'elle ne peut pas avoir, tout ce qu'elle ne peut pas se payer. Et donc ça partait régulièrement en vrille. Et ce que je raconte ici, c'est ce qu'elle me racontait à l'époque, c'est-à-dire commencer à se battre avec une autre fille, une autre gamine, parce qu'elle lui dit passe-moi un bonbon Haribo, j'en ai pas, hop, c'est parti, et puis voilà, ça part comme ça. Et donc c'est un bonbon Haribo qui était, Jenna, elle avait maîtrisé 300 mots de vocabulaire, donc elle était très enfantin, sur un mode enfantin, mais un mode enfantin qui savait déclencher le baston avec une force incroyable. C'est-à-dire qu'elle pouvait une tactique commando, je l'ai vu se battre plusieurs fois, c'était très impressionnant avec ses copines, ou au self, en plein milieu, c'était épidermique. Donc c'est ces souvenirs-là qui font que, oui, c'est imaginé, mais en même temps il y a une part de projection, et encore une fois, je ne dis pas que ces trois jeunes filles, c'est ça leur histoire, mais quelque part, leur trajet dans la ville, il doit ressembler vaguement à ça. Une espèce de paranoïa, je me méfie du mot paranoïa par ailleurs, mais il y a de la psychopathologie de toute façon. Il y a un moment où c'est plus juste des jeunes filles dans une ville. Il y a un moment où ça leur monte à la tête et où il y a quelque chose qui se passe, où le conflit de classe se transforme en psychopathologie, c'est-à-dire en agression, l'agressivité, le rapport un peu considéré avec la réalité hyper menaçante. Et puis ça finit par tomber sur ce pauvre type qui n'a rien demandé, mais qui se fait tabasser de façon apparemment gratuite. Mais c'est cette lente montée dans la ville de ce quotidien-là. Et ce que Booba ne raconte pas, Booba a une vision très nouveau riche, il vit en Floride, nouveau riche du rap. Il y a un groupe qui s'appelle PNL, qui est beaucoup plus intéressant, qui raconte vraiment le quotidien de ces gamins qui font le trajet de la périphérie jusqu'à le rêve d'un plan drogue énorme, enfin, le côté déceptif et permanent de ces trajets dans la ville. Eux en parlent beaucoup mieux que Booba, parce qu'ils sont beaucoup plus... C'est de la très bonne sociologie, je dirais. Et pour le coup, la partie imaginaire apparaît à ce moment-là pour lâcher un peu du lest, pour ne pas vampiriser, ne pas prétendre au fond statuer sur ces jeunes filles. Et il y a des très grands livres, meilleurs que le mien, qui ont été écrits là-dessus. Le livre d'Alain Corbin, qui est un historien, Louis-François Pinago, qui raconte l'histoire d'un meunier, ça n'a rien à voir, mais au XVIe siècle, dans le Frioul, en Italie, et il imagine comment ce meunier, j'ai l'air de partir loin, mais je vais y revenir, comment ce meunier, en fait, qui ne savait ni lire ni écrire, a inventé une cosmogonie, et présente ça aux ecclésiastiques de l'époque. C'est un très grand livre. Non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. C'est un livre de Ginsberg. Ce que raconte Pinago, c'est Louis-François Pinago, c'est ce meunier, donc c'est un autre meunier. Et Corbin, qui est un historien français, n'a pas de source sur la vie ordinaire de cet homme-là à cette époque-là. C'est une classe populaire de l'époque, mais à l'époque on n'a pas de source, on n'a que des sources officielles sur les puissants. Et donc il va inventer il fait de la fiction dans ce livre-là, La vie retrouvée de Louis-François Pinago, qui est un très grand livre, hein, où il va retrouver toute une part que l'histoire officielle a spoliée, en fait. Et c'est un peu ce régime-là que j'imprime au livre à un moment donné. C'est-à-dire que l'imagination permet d'avoir une espèce de réserve par rapport à leur vie, et en même temps de redonner une forme d'ordinaire dont elles sont privées finalement. Leur quotidien devient... Elles en sont dépossédées de leur quotidien. On va reconnaître juste le fait qu'elles ont tabassé ce jeune homme. Il y a la procédure judiciaire éventuellement. Il y a un ensemble d'actes qui peuvent mettre le focal sur une partie de leur pratique. Mais tout le reste va être complètement oublié. Donc j'aime assez aussi l'idée de retrouver cette part perdue de l'expertise
Et pour le coup, c'est de l'imagination. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que je pense que c'est Adorno, un grand philosophe, qui dit ça, face à la souffrance des hommes, on ne peut pas produire de théorie identique à la souffrance, qui prétendrait comprendre la souffrance. Il y a un moment où il faut une retenue. Lui parler d'Auschwitz, ce qui n'a apparemment rien à voir, mais toutes ces théories qui fleurissent aujourd'hui sur les massacres récents à Paris ou ailleurs, ont l'art de ne pas faire d'ellipse. De dire les choses sont comme ça, il y a des djihadistes, et machin, c'est comme ça, et moi je vais vous expliquer. Mais non, c'est quand même. Adorno appelait ça de l'obscénité, parce que la théorie se rend identique à ce qu'elle prétend dénoncer, ou à ce qu'elle prétend décrire. Et il y a aussi cette idée-là dans ce texte-là, de faire de l'ellipse au maximum, de suggérer plus que d'imposer une théorie toute faite, dont on a oublié le caractère obscène, en fait. Il y a une autre souffrance en contrepoint, celle c'est un passage plus court dans le livre, mais il est également très important dans le montage vers cette résolution. Tu l'évoquais tout à l'heure, cette anamnèse, c'est-à-dire que le retour sur les lieux de l'enfance, de la jeunesse, et la rencontre en courant. Alors ça pourrait être un motif aussi, parce que la course à pied, comment te sert-elle dans ton œuvre littéraire? Parce que dans Télérama, c'était vraiment l'instrument de rapport, dans Contre-Télérama, c'est l'instrument de rapport de proximité potentiel. Là, en l'occurrence, tu cours à pied, tu t'arrêtes parce que tu te retrouves face au jardin, et au barbecue ou à l'apéro de cet ancien ami d'enfance qui, lui, est dans une autre forme de cette souffrance-là, celle des petites villes, justement, des petites villes en déshérence. Et tu fais il y a 2-3 pages de scan, pas de théorie, mais de scope sur leur conversation, leur souffrance et la façon dont elles s'expriment, dont elles tentent de s'exprimer ou n'y parvient pas. Oui, c'est à nouveau un souvenir qui va émerger dans ce bar d'hipster, pour le coup. Hipster, c'est un peu rapide, mais enfin dans ce bar très branché. Du coup, en essayant d'imaginer la vie la plus lointaine de cet endroit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est mon ami d'enfance qui, quelques mois plus tôt, je cours et je tombe devant chez lui, dans son pavillon. C'est une ville un peu complètement en déclin, démographique, économique. Mon ami Pierre, donc j'appelle François ici, et il m'invite, ils sont en train de boire, ils boivent beaucoup, ils sont en train de boire sévèrement, on va dire, et moi je suis footing avec mon short, je me retrouve avec mon short en 30 secondes à boire du pastis, quoi, et avec eux, et la conversation part sur notre enfance, sur le déclin de la ville. Lui était salarié dans une boîte du coin qui a fermé, il se retrouve avec le crédit de sa maison, il se retrouve avec sa femme et ses enfants, et puis, je ne sais pas pourquoi on en vient à parler à l'époque c'est une affaire de footballeur, je ne sais plus quel footballeur d'équipe de France, Benzema ou Nasri, je ne sais plus, qui s'est mal comporté, en tout cas aux yeux des médias de masse, et qui a, je ne sais plus exactement cette histoire. C'est Benzema, voilà. Et j'ai fait je sais pas si c'était Nasri, mais j'ai maquillé la subtilité. Oui, la femme de Nasri avait dit à Didier Deschamps: vous êtes un con de ne pas avoir pris mon mari, mon époux, mon copain dans l'équipe de France. Et on parle de ça assez innocemment, alors qu'on vient de parler de la liquéfaction de notre ville d'enfance dont les principaux employeurs sont aujourd'hui l'EHPAD et la mairie, quoi. Et il me dit: ah ouais, c'est ça le bougnoul. Et puis il le dit comme ça. Bon. Et puis c'est là qu'on revient au mot sans les choses. Comment on analyse en situation ce genre de paroles. Bon, moi j'ai un peu bu comme les autres. J'essaie d'expliquer que les Arabes ont inventé les mathématiques. Je pars toujours là, qui est toujours un échec. Mais je tente un truc. Et puis peu à peu, je comprends que je ne pourrais pas lui faire entendre raison. Et puis ça dure pas très longtemps au final. Et après coup, je reviens sur cette scène. Et en fait, on n'est pas en train de parler des... Il n'y a pas ni arabe, ni personne d'origine arabe, ni musulman, ni rom, ni motif de xénophobie à 50 km à la ronde. Le problème n'est pas là, quoi. Le problème, c'est la transformation évidemment, c'est presque banal aujourd'hui, la transformation de cette colère sourde qui apparaît à ce moment-là en parole raciste, en fait. Et là, il y a une espèce de démonstration assez radicale de ce sentiment de déprise qui est profondément économique, en fait, qui est lié à l'économie déclinante, et qui mène à ce sentiment de déprise. Et le trajet de mon ami d'enfance, je le connais très bien. À nouveau, c'est toujours ces trajets. Revenir dans la ville où il allait,
où il a l'habitude d'aller, voir que ce monde a changé, que les boutiques ont fermé, que la rue marchande, ben, ça ne ressemble plus du tout à une rue marchande parce qu'il n'y a plus aucun magasin d'ouvert, qui va retrouver les mêmes poivreaux, qui boivent la même bière tiédasse dans le bar. Donc il y a une vision qui n'est pas misérable, qui est pas forcément misérabiliste, mais qui est simplement réaliste. Je pratique aussi quand je reviens dans mon village, dans ma ville d'enfance, ce genre de situation. Et c'est à nouveau cette périphérie-là qui me saute aux yeux, qui retient toute l'attention, qui retient toute mon attention alors que je suis dans cet endroit-là. Et c'est à nouveau, au fond, ce que la ville... au fond, c'est quoi le modèle de déclin de ces villes-là, de ces petites villes? C'est la grande ville qui est le repère, qui est le jalon, en termes d'économie, en termes de la ville-monde, avec sa réussite. Et ce truc-là, lorsque ça... Évidemment, dans ces villes qui sont enclavées, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fait que les personnes sont en déprise par rapport à ce modèle-là. Et c'est à nouveau ce que renvoie, je pense indirectement, il n'est pas en train de critiquer quelque arabe que ce soit, mais l'urbanité. Au fond, je pense que c'est ça. Et mon analyse, elle est analyse pragmatique, c'est-à-dire que l'analyse pragmatique du langage, c'est-à-dire qu'on analyse un mot dans son contexte d'occurrence. Et en fait, c'est ça. Il est en train de décrire un monde rural liquéfié, qui n'est même pas urbain, qui est plus urbain, qui est même plus rural, qui est même plus paysan, par rapport à ce que représente Samir Nasri, qui est quoi? Qui est une espèce de, en tout cas selon les médias de masse, moi je ne peux pas prétendre de juger cet homme-là, mais si on lit les médias, les journaux, c'est une espèce de nouvel oligarque, en fait, une espèce de footballeur qui gagne 100 000 euros par mois, ou 200 000 ou 300 000, qui s'en fout, qui n'a plus de respect des valeurs, je ne sais pas si c'est vrai à nouveau, c'est ce qu'on nous dit à l'époque, et mon ami d'enfance réagit à ça. Il réagit finalement à une sorte d'hyper-urbanité, en fait. Une quintessence de la réussite par l'urbanité. La ville-monde, pour le Nasri, il est entre deux avions, tu vois, c'est une sorte de réaction par rapport à ça. Et si on fait une analyse fine de cette parole raciste, elle nous ramène à ça. Beaucoup plus qu'à de conneries identitaires habituelles qu'on entend, en fait. Ouais. Et c'est l'objectif un peu de ce retour aux sources. Et c'est aussi la part de négativité qui est sans cesse gommée. Voilà, c'est la négativité qui ressort. Cette négativité-là, je pense qu'elle est très difficile. On ne peut pas quitter la table. On ne peut pas quitter la table. Une parole raciste, il faut essayer, si ce n'est de négocier, et au moins essayer de comprendre pourquoi elle émerge, comment elle émerge. Je me souviens de ce ex-rugbyman, Daniel Herrero, qui avait des paroles très sensées là-dessus. Lui était à Béziers, donc il est bien placé pour savoir que le racisme est quotidien. Et il lui disait non, il faut faire la tournée il faut aller voir les gens, il faut parler, il faut discuter. Et bon, c'est pas démagogue dans sa bouche. C'est très important, je pense. Et moi, je rajouterais d'analyser aussi, de comprendre d'où ça vient pour détourner tous les discours ambiants qu'on a actuellement, de la droite à la gauche déguisée en banquier. On a à peu près toujours ces discours-là, quelque part, de l'identité, ce retour à la crispation identitaire. Et je pense que c'est intéressant d'analyser un peu finement les choses. Comment la ville est devenue un modèle omniscient et comment ce modèle-là, il n'est pas forcément acceptable. Mon ami d'enfance, il a des compétences, il a des qualités. Ma ville d'enfance, il n'y a plus que des personnes âgées, plus de 60 ans. Je crois que c'est énorme. 70% de la population a plus de 60 ans. Mais tous ces gens sont dans des associations, Secours Pop, travaillent pour les pauvres. Donc il y a peut-être une utopie à réinventer dans ces territoires, de l'hétérotopie, comme disait Foucault, dans ces territoires-là. J'en suis assez persuadé. Et tout ça pour dire que le discours lénifiant sur oui, ces villes sont en déclin, il faut essayer de les redynamiser. Ben oui, mais on n'a peut-être pas envie de les redynamiser si le modèle, c'est la ville actuellement, la ville telle qu'elle est dans le capitalisme tardif. Voilà. Alors, la ville dans le capitalisme tardif, il se trouve qu'à Nantes, si on a l'occasion de te croiser depuis 1 an, 2 ans, c'est aussi parce que tu occupes un poste d'enseignant à l'école d'architecture. Et du coup, quel contrepoint avec ton travail littéraire? C'est-à-dire, je pense aux 2 derniers livres et à leur positionnement. Enfin, on les a regardés, certes différents, dans la fabrique du texte aussi. Mais quant à la ville, quant aux conceptualisations de la ville, à l'urbanisme, d'une part, quel sens ça a d'être face à des étudiants qui sont les futurs organisateurs ou décideurs de ça,
Et tout simplement, très concrètement, qu'est-ce que tu leur enseignes? Du coup, et comment ça... Je leur enseigne ce que comment je ça dis se là, passe? les gros mots en moins. Mais je leur enseigne vraiment ce que je dis là, c'est-à-dire, mais moi, c'est très expérimental tout ça, c'est-à-dire que c'est l'angle mort, hein. Que ce soit la vie pavillonnaire, la vie dans les grands ensembles ou la vie dans ce qu'on appelle le périmétropolitain aujourd'hui, c'est un peu l'angle mort. On ne sait pas trop analyser à taille humaine comment ça se passe dans ces endroits-là. Ça, c'est le premier point, c'est ce que je leur dis. Donc. Et après, j'essaie de ne pas avoir ce discours, évidemment. Enfin, on ne peut pas avoir un discours prosélyte, de toute façon, pour glorifier une réussite. Concrètement, on travaille sur des studios de projet, par exemple. Là, j'en sors cet après-midi, on est passé la journée. On va voir des villes près de l'estuaire, entre Saint-Nazaire et Paimboeuf, par exemple. Tu dois connaître Paimboeuf, vous connaissez sans doute Paimboeuf. Et on va sur ces villes-là avec mon collègue Chérif Hanna et donc les étudiants. Et on se rend compte qu'il y a une paire des prises dans ces villes-là, quoi. Et je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à leur donner des outils aux étudiants. Et certains sont très engagés. C'est un métier libéral, l'architecture. Mais certains sont très engagés, pas au sens d'un... Certains ont des véritables postures. Nous, on essaie de leur enseigner une posture, finalement. Peut-être que le mimétisme métropolitain, c'est pas une bonne chose. Peut-être qu'on n'a pas à reproduire à Paimboeuf, qui a une histoire fabuleuse, le modèle nantais. Peut-être qu'il faut tenter autre chose. Et travailler à partir des habitants, à partir de leur vécu, par exemple, faire parler l'histoire, parce que c'est aussi cette idée qu'avait développé Baudrillard au début des années 90, mais qui s'adapte très bien à la ville. La ville, elle est en train elle est frénétique, la ville, en termes de flux. Il y a un moment où l'histoire disparaît, en fait, s'évanouit, ce que dit Baudrillard. On n'arrive plus à la quantifier, l'histoire, on n'arrive plus à la saisir, il n'y a plus de sentiment d'histoire. À Nantes, il n'y a plus de sentiment d'histoire. Nantes est une ville tranquille, même par à ailleurs. demi-mot qu'il faut l'évacuer, l'histoire de la ville, dans la pensée de la ville. Enfin, Oui, bien sûr, oui, moi, évidemment, je me bats un peu contre cette idée, mais pas avec, j'espère, un débat d'arrière-garde, mais dans ces zones de décrochage, ce qui me saute aux yeux, évidemment, on pourrait dire l'ennui, mais ce qu'on dit aux étudiants, c'est aussi l'histoire, elle est là. Paimboeuf, il n'y a que de l'histoire. L'histoire, elle parle. Il y a un sentiment de prise avec l'histoire. Même si, effectivement, c'est un décrochage économique, démographique, ce qu'on veut. Donc, on essaie de leur donner... à nouveau de changer le focal, de le déplacer un petit peu, et puis ils s'en saisissent très bien, ils sont très preneurs de ça. Après, ils viennent dans certains studios de projet parce qu'il y a évidemment il y a tout un mode d'emploi au préalable, mais c'est la cuisine interne, ça, mais ils savent où ils viennent, quoi, je veux dire. Et puis après, certains ont organisé Nuit debout à Nantes, donc il y a quand même une dimension militante. Ils se posent vraiment beaucoup de questions parce qu'ils sont au cœur évidemment de ces contradictions, d'un ensemble de... Ils sont très preneurs d'outils. L'analyse sociale, ça les a... Pas refaire ce que mes réunions de la journée. Mais tout est lié. Et y compris la question de l'écriture. On a un dispositif, on appelle ça les dispositifs littéraires, où on leur apprend à écrire. On leur apprend pas à écrire, il ne s'agit pas de devenir écrivain. Mais des grands Rem Koolhaas avait écrit un très grand livre sur une mise en fiction, qui est un grand architecte, a écrit une mise en fiction sur Londres, en imaginant comment, Odyssée, comment une partie du peuple londonien fuit vers la périphérie. Il a fait, je crois que c'est sa thèse là-dessus, il me semble. Et c'est-à-dire que la mise en fiction, elle est très utile pour saisir une intuition d'archi. L'architecte, quand il crée son projet, il peut aussi se servir du texte. On leur apprend ça. Enfin, dans mon atelier, là, je leur apprends ce genre de... J'essaie, c'est assez difficile, mais de travailler sur le texte, comme le collage pourrait être une façon de saisir, de formaliser leur intuition à un moment donné du projet. Et le texte, c'est assez fabuleux pour ça. Et il pas la peine d'être un grand écrivain. Il suffit de trouver une espèce de facilité d'écriture pour formaliser ça. merci. Vous avez peut-être des questions aussi. Enfin, vraiment qu'on tourne et retourne le livre dans tous les sens. Vous l'avez lu? Vous allez le lire, ça. D'accord. Oui, dans ce cas-là, on peut peut-être continuer de façon conviviale. Moi, je suis tout à fait heureux de ce que j'ai entendu et écouté. Et puis, on peut peut-être
continuer en buvant un verre. Merci beaucoup, Eric. On a, Merci à toi. j'ai cité quelques-uns des livres, mais si je commence à tous les citer, ça devient très long. Je ne sais jamais dire lequel il faut lire d'Eric Chollet. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas trop longs, hein, comme en plus ce sont des livres de chez Alia. On n'a pas du tout cité Sommerland, qui est une sorte de vraiment aussi... Enfin, ils sont tous particuliers, mais il a sa spécificité alors que c'est un livre enquête, mais on ne le comprend pas tout de suite. C'est peut-être là le plus romanesque, entre guillemets, par certains aspects. Et puis, celui qui me semble être là en filigrane quand on a évoqué l'anamnèse tout à l'heure, mais aussi les gamines, celles que tu appelles les furies, et le timbre de la voix. Il y a celui-ci, je ne manque pas de le montrer à chaque fois que j'ai l'occasion, parce que c'est certainement pas le plus connu de tes livres. Moi, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué sur justement cette continuité-là entre gestes littéraires et enquête, et la bascule, et la situation de frottement, de flottement, d'inconfort. Ça s'appelle donc Si l'enfant ne réagit pas, et c'est aussi une excellente porte d'entrée au travail d'Éric, mais enfin vous avez compris qu'il y en a plusieurs et qu'ils s'appellent les uns les autres. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, et bonne rentrée à Alia et bonne suite.